Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, c'est un webinaire sur la thématique de l'entrée en EHPAD. Comment anticiper, comment préparer et accompagner son proche. Avec Fanny Lejallet, qui est directrice d'EHPAD, et Valérie Bernat, qui est directrice du Gérontopole Pays de la Loire. Puis Jocelyne Guillon, je suis la directrice d'Humagogie et puis je m'occupe des tutonomies. Donc rapidement, les tutonomies, comme vous le savez, c'est une web-série qui est disponible sur YouTube gratuitement pour soutenir les aidants auprès d'un proche en perte d'autonomie. Et ce projet est réalisé depuis 2019 avec des experts du médico-social et c'est soutenu par Malakoff Humanis pour la partie des tutoriels. Et puis depuis 2021, on fait des webinaires mensuels pour ouvrir un espace d'échange et traiter d'autres sujets sur le bien vieillir. C'est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire et c'est toujours avec l'expertise des professionnels et du Gérontopole Pays de la Loire. Bienvenue à tous pour ce webinaire. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir en effet une directrice d'EHPAD, Fanny Lejallet. Alors, c'est pas rien aujourd'hui d'être directrice d'EHPAD, donc un grand merci pour le temps que vous nous accordez aujourd'hui dans le cadre de cette présentation. Madame Lejallet est directrice depuis 2007. Elle a acquis une expérience aussi bien empirique que théorique sur le domaine. Elle est diplômée du CAPES, de l'EHSCP de Rennes, du diplôme de directeur d'EHPAD du CNFPT également, et elle a dirigé 2 EHPAD en 16 ans. Elle est tournée vers le partage de connaissances et d'expériences. Elle a à cœur de travailler en réseau, ce qui est l'avenir, j'ai envie de dire. Il y a le réseau de partenaires, hôpital, SIAD, ARS, conseils départementaux, et le réseau des pairs avec la FNALDEPA, qui est une fédération, les réseaux de territoire avec les écoles, les associations de la commune. Elle a été également sollicitée par le réseau national de la FNALDEPA pour être la référente européenne, ceci pendant 3 ans, et elle a participé à plusieurs rencontres avec les acteurs du médico-social de différents pays européens. Votre CV nous impressionne, Madame Lejallet, de manière très concrète. Aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans l'EHPAD, c'est-à-dire en effet comment préparer une entrée en EHPAD, comment l'anticiper, la préparer, puis l'accompagner. Autant de questions qui se posent aujourd'hui, parfois un peu trop tard. Le mot anticipation, je pense, est important puisque on se retrouve souvent contraint au final au choix de l'EHPAD, le choix ou le non-choix d'ailleurs, mais ça, vous allez certainement nous en parler. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole. Merci Madame Bernat et bonjour à tous. Je suis heureuse de pouvoir prendre ce temps pour vous communiquer mon expérience et mes connaissances en matière d'entrée en EHPAD. Alors généralement, c'est après avoir tout tenté pour soutenir un parent à domicile dans de bonnes conditions et que désormais sa sécurité ne peut plus être assurée à cause d'une grande perte d'autonomie et d'une santé de plus en plus précaire, que la décision d'entrer ou non en maison de retraite doit se prendre. Alors, quand est-ce qu'il est nécessaire d'envisager une entrée en EHPAD et d'abord, comment repousser cette entrée? Alors, avant de prendre cette décision, il faut avoir tenté déjà plusieurs choses. On peut mettre en place des livraisons de repas déjà. On peut prendre un rendez-vous avec le médecin traitant de son proche parce qu'il y a certaines choses, certaines pertes d'autonomie qui peuvent se soigner ou se limiter. On ne le sait pas toujours, mais l'incontinence peut être traitée. La perte musculaire aussi avec l'apport de protéines, avec des compléments nutritionnels oraux. Et la prescription de séances de kiné, c'est très utile aussi pour maintenir l'autonomie d'une personne, pour limiter ses chutes, se remuscler. Et puis, des choses plus médicales comme doser le diabète ou l'albumine. Il y a différentes choses médicales qui peuvent entraver l'autonomie d'une personne et qui peuvent se soigner. Alors, je vous conseille aussi à tous de solliciter l'intervention d'un ergothérapeute qui va venir au domicile pour aménager au mieux la salle de bain, l'accès aux toilettes la nuit, enlever les tapis qui sont souvent la cause de chute, étudier toutes les aides techniques qui peuvent faciliter et prolonger la vie chez soi. Le logement, c'est souvent un point noir, notamment en milieu rural, qui précipite une entrée en EHPAD. Des fois, il suffit de quelques adaptations en matière d'éclairage, en matière d'accessibilité des objets
aménager le domicile de son proche, ça peut être juste lui mettre les choses à portée de main sans qu'il ait besoin de monter sur un tabouret, ou s'il aime jardiner, lui mettre des bacs de jardinage à hauteur. Éviter les escaliers ou alors installer des chaises qui peuvent être automatiques. Il y a des choses qui peuvent être proposées en amont d'une entrée en institution. Ensuite, pour vous rassurer, vous et votre proche, vous pouvez lui proposer un équipement par bracelet qui permet d'appeler une plateforme ou des proches en cas de difficulté. Vous pouvez également profiter des progrès de la domotique pour faciliter la fermeture des volets et l'éclairage programmé. Ce sont des solutions technologiques nouvelles dont il faut se saisir car très opportunes pour favoriser l'autonomie des personnes âgées. Le lien social, comme vous le savez tous, est très important dans le maintien d'un but, dans le maintien d'un bon moral, dans le maintien d'une communication qui fait s'épanouir. Proposez à vos proches de s'inscrire à des associations locales. L'université permanente, j'aime bien mettre l'accent là-dessus parce que l'université permanente, c'est vraiment quelque chose qui enrichit, qui permet aussi bien l'apport de connaissances que le partage d'expériences. Et l'université permanente, c'est vraiment un lieu culturel très épanouissant pour les personnes âgées. La gym douce est également un sport qui est souvent proposé dans les communes pour les personnes âgées avec des séances hebdomadaires. Lorsque toutes ces solutions ont été mises en place et que cela ne suffit pas forcément, il existe des solutions temporaires d'accueil, c'est-à-dire ça peut être un accueil de jour ou ça peut être également un hébergement temporaire qui est possible une fois par an de 1 à 3 mois dans certains EHPAD. Donc là, ça permet d'une part à la personne d'être prise en charge dans un lieu sécurisé et également à l'aidant de se reposer. Parce que les aidants, souvent, s'épuisent dans le soutien de leurs proches en perte d'autonomie. Quelles sont les situations où une entrée en EHPAD est envisageable et quels sont les facteurs finalement de décision? Alors, ça va être le médecin d'abord qui va poser un diagnostic qui s'appelle un GIR, un groupe iso-ressources. Hein, c'est un terme un petit peu barbare, mais qui vient euh, codifier en fait la perte d'autonomie sur différents plans. Et donc, chaque personne va avoir un GIR de 1 à 6. 6, c'est totalement autonome et 1, c'est totalement dépendant. Pour entrer en EHPAD, ce sera une personne qui est entre GIR 1 et 4. Ce GIR, il sert également à déclencher les aides APA pour l'allocation perte d'autonomie du département qui peut mettre en place des plans d'aide d'abord au domicile grâce à cette APA qui est une aide financière pour avoir des aides à domicile. Autre facteur de décision favorisant l'entrée en institution, ça va être les chutes à répétition. Il faut savoir que les personnes de plus de 65 ans, il y en a un tiers qui tombent au moins une fois par an. Et en France, chaque année, il y a 100 000 hospitalisations dues à des chutes et 10 000 décès dus à des chutes. Donc ça peut être vraiment un facteur déterminant. Mais selon moi, le facteur primordial, ça va être les troubles cognitifs. Parce qu'on aura beau aménager le logement et mettre en place des solutions technologiques, les troubles cognitifs s'accompagnent par des personnes formées, diplômées, habituées à ces pathologies. Et quand ces troubles cognitifs deviennent vraiment majeurs, il est intéressant de même d'intégrer une unité spécialisée, une UPAD, une unité pour personnes désorientées. La dépendance physique implique une présence quasi permanente parfois, comme je disais quand on est GIR 1 ou 2. Et là aussi, ça peut être vraiment nécessaire d'entrer en EHPAD parce que les aides à domicile seront insuffisantes et l'aidant ne pourra pas répondre à tous les besoins de la personne en termes d'aide à la toilette, au repas, au déplacement. Voilà, quand une dépendance physique totale arrive, il faut envisager l'entrée en EHPAD. Le lien social, donc j'en ai parlé, quand une personne est vraiment seule et isolée, si en plus il y a une perte d'autonomie, là aussi l'entrée en institution peut donner un rebond
et permettre à la personne de retrouver un petit peu d'autonomie. Malheureusement, comme vous le savez tous, il est difficile de recruter dans les services pour personnes âgées et les services à domicile ont beaucoup de postes vacants et ça peut également être une raison d'entrée en EHPAD quand on ne trouve pas, on ne trouve pas de personnes pour s'occuper de son proche ou alors pas assez. Et enfin, comme je l'ai déjà évoqué, quand l'aidant est épuisé, excédé, quand l'aidant parfois même est hospitalisé à cause de son épuisement, là aussi, l'entrée en EHPAD s'impose à la personne. Alors, les signaux d'alerte, il y en a plusieurs euh, pour voir la perte d'autonomie. Alors, d'abord, souvent, ça commence par une perte de poids, c'est-à-dire une dénutrition. La dénutrition, c'est une spirale, c'est un cercle vicieux en fait, puisque on mange moins et ça provoque une sarcopénie, c'est-à-dire une fonte musculaire. Et la fonte musculaire, ça entraîne les chutes. Et les chutes, la perte d'autonomie, etc. Euh, c'est vraiment le premier facteur à prendre en compte, c'est est-ce que la personne mange correctement selon les besoins nutritionnels. Alors, une personne âgée a besoin de manger beaucoup de protéines, tout comme n'importe quel adulte, mais il faut vraiment y veiller. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit manger moins, contrairement aux idées reçues. Et, euh, et ça, c'est vraiment une perte de poids, un facteur aggravant de la perte d'autonomie, une perte de poids rapide. Les chutes, j'en ai parlé. Un manque d'hygiène corporelle ou alors un manque d'hygiène du logement, ça peut être aussi un signe qui doit alerter l'entourage. Pour les troubles cognitifs, ça va être des discours incohérents, euh, des personnes qui vont téléphoner à maintes reprises à leurs enfants ou qui vont sortir et se perdre autour de chez eux. Ça peut être aussi une mise en danger chez soi avec les instruments de cuisson ou, euh, ou ne pas fermer ses volets, sa porte, enfin une mise en danger. Un autre signe, ça va être le repli sur soi, la dépression. Ces personnes en perte d'autonomie prennent conscience de cet état et se replient et ne veulent plus sortir. Et c'est toujours ma spirale infernale de perte de poids, chute, etc. Le voisinage peut être un bon élément qui alerte aussi, puisque les voisins repèrent ces choses-là au quotidien. Donc, n'hésitez pas à aller questionner aussi les voisins sur ce qu'ils pensent de votre parent. Et puis, ça peut être pour protéger aussi son proche. De nombreuses arnaques sur les personnes vulnérables ont lieu en porte-à-porte ou par téléphone ou voilà, des personnes mal intentionnées qui ciblent les personnes âgées pour leur voler de l'argent, mais aussi sur Internet de plus en plus. Il faut faire attention et surveiller, sans être intrusif, les relations de vos proches vulnérables. Alors, une fois qu'on a décidé ça, comment se passe le processus d'entrée vraiment dans l'EHPAD? Alors, il y a d'abord une étape incontournable. Il faut s'inscrire sur viatrajectoire.fr. C'est une plateforme nationale obligatoire pour s'inscrire en EHPAD avec un dossier administratif et médical et une évaluation du GIR faite par le médecin. Le dossier Via Trajectoire requiert de nombreuses pièces jointes. Il vaut mieux tout rassembler avant de commencer, tout scanner, son avis d'imposition, ses traitements, son dossier médical, pour bien tout joindre à son inscription sur Via Trajectoire. Alors, sur Via Trajectoire, vous allez pouvoir sélectionner plusieurs institutions, plusieurs EHPAD qui vous intéressent et chacun va recevoir une alerte et pourra étudier votre dossier et vous placer, le cas échéant, sur liste d'attente. Une fois rentré, les dossiers se mettent à jour. Ça permet d'avoir pour chaque EHPAD une liste d'attente active pour les prochains entrants. Si vous rencontrez des difficultés pour ces inscriptions, il y a les CLIC, qui sont les centres locaux d'information et de coordination,
qui peuvent vous aider, ou les centres communaux d'action sociale aussi dans votre mairie pour remplir ce dossier via trajectoire. Également la maison de l'autonomie du département. Alors, un petit problème qui survient régulièrement, c'est le remplissage du dossier médical sur via trajectoire par le médecin. Parfois, pas tout le temps, mais parfois, il faut insister, les médecins ne sont pas toujours enclins à se connecter à cette plateforme et à renseigner les éléments pourtant indispensables pour une entrée en EHPAD. En effet, comment le service médical de l'EHPAD pourra statuer sur un dossier s'il n'a pas connaissance des pathologies de la personne inscrite? Donc, il est important d'insister auprès du médecin pour qu'il remplisse ça. Si jamais le médecin refuse catégoriquement de remplir, vous avez en dernier recours la possibilité d'apporter des copies du dossier médical dans les EHPAD où vous souhaitez inscrire votre proche. Normalement, on les accepte en version papier, en connaissant la situation. Un point aussi important dans ce dossier via trajectoire pour appuyer votre demande, c'est de joindre tous les éléments financiers. Les EHPAD, comme n'importe quelle structure, doivent fonctionner, ont un budget, et il est du devoir du directeur de vérifier que la personne payera sa pension mensuelle. Donc, si jamais vous joignez, par exemple, un avis de retraite pour une pension qui est relativement faible, admettons 1 000 euros par mois, sachant que cela ne couvrira pas les frais mensuels, qui sont d'environ 2 200 euros en France, n'hésitez pas à fournir des éléments supplémentaires comme un bien immobilier qui pourrait être vendu, ou une épargne, une assurance vie, ou la contribution des ayants droit. Ensuite, pour bien repérer les lieux, une visite est vraiment conseillée, une visite des EHPAD ciblés, avec autant que possible la personne concernée. L'EHPAD est un lieu de vie, donc le consentement de l'intéressé sera systématiquement demandé par les responsables de l'EHPAD. Mais sachez que pour une entrée en unité Alzheimer, le consentement n'est pas toujours possible. Alors, il sera nécessaire d'avoir une tutelle ou une habilitation juridique pour procéder à l'entrée. Donc tout ça, ça s'anticipe. Quand votre proche commence à avoir une perte d'autonomie, voyez avec lui pour mettre en place cette habilitation juridique. Le choix du lieu de vie doit remporter évidemment l'approbation autant que possible de la personne âgée. Donc le choix de l'établissement est souvent fonction du lieu de vie de la personne, mais ça peut également être fonction du lieu de vie des enfants. Dans ce cas-là, il faudra bien expliquer à son parent pourquoi on a privilégié un EHPAD proche du domicile des enfants. Si la personne âgée a déjà des connaissances dans un EHPAD, ça peut être vraiment facilitant pour que la personne se sente à l'aise en arrivant. De plus, certains EHPAD proposent des activités variées, et demander le programme d'animation peut être aussi un facteur stimulant pour la personne qui devra rentrer dans l'EHPAD. Ensuite, ce sera selon évidemment son état de santé, car certains EHPAD sont plus hospitaliers, on va dire, plus proches des hôpitaux que d'autres, et avoir des moyens supplémentaires en termes d'infirmières et de médecins. Alors, malheureusement, on a rarement une place pile à l'endroit que l'on veut en quelques jours. Il faut souvent patienter, donc ça s'anticipe. Il est important de rencontrer les responsables des établissements avec un dossier via trajectoire complet, car cela peut faire la différence. Si votre dossier est complet, que vous faites une visite, que vous avez rencontré les responsables, il y a de fortes chances que votre dossier soit pris en priorité. La communication avec l'équipe médicale et le personnel de l'EHPAD est primordiale pour que l'entrée se passe bien. Donc, une communication en amont de l'entrée est primordiale sur les habitudes de vie qui vont servir à réaliser le projet d'accompagnement personnalisé de la personne âgée. Il faut également faire part au personnel du matériel médical qui est nécessaire en termes
de lit, par exemple, médicalisé, avec une aide pour se redresser. Est-ce qu'il faut un lève-malade, un verticalisateur, un monte-au-banc, un déambulateur? Il y a beaucoup d'aides en fait techniques qui existent et il faut bien tout préciser pour que l'accueil se fasse le mieux possible. Car qu'est-ce qui serait dommage que la personne rentre et chute le premier jour parce qu'on n'a pas mis en place les aides nécessaires. Ensuite, tout ce qui est autour du repas est très important. Il faut communiquer d'une part sur les goûts et les dégoûts de la personne, mais également sur les textures. Est-ce que la personne a des troubles de la déglutition? Est-ce qu'il faut lui hacher, lui mixer ses repas, ou est-ce qu'il faut lui mettre en manger-main parce que la personne a des difficultés pour prendre, enfin pour prendre les couverts, ou que ce soit cognitif ou physique? Tout ça, il est important de bien le communiquer pour qu'on s'adapte aussi bien au petit déjeuner qu'au déjeuner et au dîner. En termes d'animation, c'est vraiment important de dire ce qui plaisait il y a quelque temps et ce qui plaît maintenant à la personne pour également l'inscrire à toutes les activités qui pourraient la stimuler et lui faire plaisir. Que ce soit en interne, des jeux de mémoire, du chant, de la gym, ou en externe, des sorties au cinéma, des promenades. Voilà, il est vraiment bien communiquer là-dessus. Plus le personnel en saura, et plus l'arrivée de la personne se fera en douceur et en continuité de ce qui se faisait au domicile. Alors le summum, hein, c'est vraiment quand on peut faire même un tuilage entre un personnel de l'EHPAD et un personnel des services à domicile. C'est-à-dire, je l'ai expérimenté, une aide-soignante de l'EHPAD va au domicile lorsque l'aide à domicile vient pour l'accompagnement à la toilette. Et comme ça, la personne voit le passage de relais et toutes les informations se font en pratiquant le soin. Ça, c'est pas tout le temps possible, mais c'est vraiment idéal pour une continuité du soin. Alors, le prix, le volet financier et les aides possibles. Alors, un EHPAD a un prix de journée qui est défini par le conseil départemental en général s'il est conventionné aide sociale. Sinon, c'est un prix libre. Ce qui différencie, vous avez peut-être entendu parler des EHPAD privés lucratifs de type Orpea ou Corian qui, eux, ne sont pas soumis à une tarification du conseil départemental. À ce prix de journée s'ajoute un ticket modérateur de dépendance. Et l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie, n'est plus versée à la personne en Loire-Atlantique, mais elle est versée à l'EHPAD sous forme de dotation globale. Donc les prix varient selon le statut, vous l'aurez compris, de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, d'un établissement associatif ou d'un établissement privé lucratif. Les aides mobilisables sont la mutuelle, parfois, la CAF, l'aide sociale du département peut prendre en charge également tout ou partie de la somme après réquisition des obligés alimentaires. C'est-à-dire que le département va faire une enquête d'abord sur les revenus et le patrimoine de la personne, puis va étudier les ayants droit, les enfants, pour voir ce que chacun peut payer. Il y a deux aides au logement qui existent pour les personnes âgées qui vivent en établissement. C'est d'abord l'APL si l'établissement est conventionné. Elle est versée chaque mois et ça peut varier de 30 à 400 euros selon les revenus. Et l'allocation de logement social, elle est versée si l'établissement n'est pas conventionné APL et son montant, est encore moindre que l'APL. Et ces deux aides ne sont pas cumulables, hélas. Alors, comment faire au mieux avant et au moment de l'entrée? Avant l'entrée, pour que le choc de quitter son logement soit moins violent, il est possible parfois de faire donc des visites, de venir également juste en animation pendant quelques jours ou déjeuner, histoire de se familiariser avec les lieux et de faire connaissance avec d'autres résidents, afin de dédramatiser en constatant finalement qu'on y est bien et qu'on retrouve un confort et une vie sociale. On est loin des hospices de d'antan. Maintenant, on a de plus en plus d'établissements de type plutôt hôtelier. Il y a également les séjours de répit dont j'ai parlé préalablement.
comme l'accueil de jour ou l'hébergement temporaire qui peuvent être des bonnes introductions avant une entrée définitive en EHPAD. Le jour de l'entrée, il est important de personnaliser le logement de son proche avec des objets qui lui appartiennent et qui lui sont chers, comme des photos évidemment et des souvenirs. Bien sûr, il faut voir avec l'agent de maintenance pour les accrocher afin de ne pas faire des trous partout dans les murs et de vérifier que les prises électriques sont conformes, ainsi que les tissus. L'accueil par le personnel de l'EHPAD est en général très chaleureux et une période d'adaptation est prévue au moment de l'entrée pour mieux se connaître réciproquement. Dans les jours qui suivent l'entrée, il est conseillé aux proches de venir et de prévenir de leur visite, d'afficher les rendez-vous et de réserver, si c'est possible, pour manger avec leurs parents certains midis dans le restaurant de l'EHPAD. Vous pouvez aussi donner des objectifs, dire à votre proche, tiens, ton petit-fils va venir aux vacances de la Toussaint. Organisez également des rendez-vous avec les coiffeurs qui interviennent dans l'institution en continuité de ce qui se faisait au domicile autant que possible, ou de l'esthéticienne. Il faut essayer de planifier les visites des amis et de la famille pour qu'il y en ait régulièrement et pas tout le monde au même moment, pour ne pas trop fatiguer la personne, mais lui montrer qu'elle est soutenue par son entourage. Pareil pour les appels téléphoniques, vous pouvez vous organiser en famille pour dire un tel appel le lundi soir, etc. Et n'hésitez pas aussi à regarder vous-même, des fois c'est sur les sites internet des EHPAD, les programmes d'animation, parce que des fois, moi, ce que je vois, c'est des gens qui viennent à l'improviste et en fait, le résident est en animation et ça le dérange. Donc, il faut aussi penser qu'ils ne sont pas à disposition de leur entourage et qu'ils peuvent avoir aussi leur propre agenda. Alors, comment se vit la séparation avec la famille ou le couple? La personne âgée doit être au maximum actrice de son entrée, car si elle subit purement en fait la situation, elle se sentira un fardeau pour ses proches. Chacun doit accompagner la personne, mais sans trop de pathos. C'est-à-dire, parfois je vois ça, des enfants qui pleurent quand leurs parents rentrent à l'EHPAD et lui dire c'est ta dernière demeure. Bon bah ça super pour remonter le moral. Donc contenir ses émotions et essayer de ne pas projeter sur la personne âgée nos propres angoisses en fait. Essayer de positiver, de mettre l'accent sur ce qui peut lui plaire. Ah bah tiens, regarde les menus, ils sont faits avec des produits locaux, des produits bio, des produits fermiers. Et puis le vendredi, tu auras du beurre blanc et de la tarte au citron, c'est super. Ou alors en regardant ensemble le programme d'animation. Oh tiens, il y a des joueurs de belote et le jeudi, tu pourras même aller au cinéma avec le minibus. C'est super, toi qui y allais plus, tu vas pouvoir y retourner parce que tu aimes bien ça. Et puis, si la personne connaît du monde dans l'EHPAD, lui montrer, lui faire rencontrer, lui dire, tiens, il y a ton voisin qui semble bien heureux ici, comment ça se passe? Faire une sorte de parrainage peut être aussi facilitant pour l'entrée de votre proche. Alors, ce qui est intéressant pour la famille, c'est de participer également aux événements festifs et aux animations en tant que bénévole. Beaucoup d'EHPAD recherchent des bénévoles et on ne demande pas forcément une implication hebdomadaire, ça peut être vraiment ponctuel pour des sorties ou si vous avez plus de temps pour lire un journal ou pour pousser un fauteuil roulant pour une sortie en promenade. Ça peut être également donc participer aux événements festifs à Noël ou des fois il y a des repas d'été, des grands barbecues pour les familles. Là, nous, samedi, on fait la galette des rois avec toutes les familles. On va être 200, donc beaucoup de familles impliquées. Et nous, personnel de l'EHPAD, on veille à ce que les personnes qui n'ont personne qui viennent, malheureusement, soient accompagnées de bénévoles. Donc, l'implication des proches, c'est vraiment important et agréable, très agréable pour un résident qui peut se sentir épaulé, et compris dans son quotidien. Il existe une instance de participation active dans les institutions légales, c'est un conseil de la vie sociale. Le conseil de la vie sociale est élu pour 3 ans et il a des représentants des résidents, des représentants des familles, des représentants de l'organisme gestionnaire et des représentants des salariés pour évoquer tout sujet concernant le fonctionnement de l'EHPAD.
Et là, vraiment, ça permet aux familles de bien comprendre tous les rouages et les décisions qui se passent dans la maison de retraite. Alors, quels sont les outils de communication à distance si jamais des membres de la famille sont éloignés de la personne âgée? Alors bon, il y a le téléphone évidemment à favoriser avec, vous savez, des grandes touches ou alors un appel sur haut-parleur automatique. Il y a également les visios qui peuvent être soutenus par les services d'animation des EHPAD. On l'a vu avec la période de Covid, hein, beaucoup de visios ont été mises en place. Ça dure pas forcément longtemps. Souvent, on parle moins quand on se voit que quand on est au téléphone, mais ça fait plaisir de pouvoir montrer les enfants, de pouvoir voir que son proche va bien, qui sourit. Un support de communication très apprécié dans les institutions, ce sont les gazettes familiales de type Familéo qui permettent à chaque membre de la famille d'envoyer des photos qui sont mises en page directement dans cette petite gazette qui est ensuite envoyée en version papier aux résidents des EHPAD qui peuvent suivre toute l'histoire des différentes familles, du match de foot du petit dernier, des bonnes notes de l'aîné, etc. Tous ces modes de communication sont appréciés, mais évidemment, les visites seront plus appréciées encore. Merci beaucoup, Madame Le Gallais. Extrêmement intéressant, extrêmement complet. Je remercie particulièrement les aidants, les professionnels, la CARSAT Pays de la Loire et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.